Née au début du XXe siècle, la physique quantique, une révolution scientifique majeure, a permis le développement de technologies modernes tout en modifiant profondément notre façon de voir le monde. C'est un ensemble de théories physiques qui cherchent à expliquer le comportement des atomes et des particules. Quand on pense physique quantique, on pense globalement à l'infiniment petit. Cependant, elle influence aujourd'hui notre vie en s'invitant notamment dans de nombreux usages et objets du quotidien, comme les smartphones, les ordinateurs, les GPS, l'IRM, les lasers. Et vous, à quoi pensez-vous quand on parle de physique quantique? Alors si je vous dis physique quantique, Ah, oui, ça je connais, oui, oui. C'est des microparticules. Je pense plutôt à mon cours de physique de l'année dernière. Alors, je sais pas, ça me fait penser à l'espace, non? alors je saurais expliquer que les théoriciens de la physique quantique, ils disaient que si on comprenait la physique quantique, c'est qu'on n'avait pas bien compris ce que c'était. Ok. C'est pour dire que c'était quand même quelque chose qui n'est pas très compréhensible par le commun des mortels. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la physique quantique? Alors j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui ont levé la main quand même, mais on pourrait juste se recadrer. Qu'est-ce que c'est que la physique quantique? Vincent Jacques, directeur de recherche au CNRS. C'est une théorie qui décrit les comportements des systèmes physiques aux échelles microscopiques, donc aux échelles de l'atome quelque part. Et est-ce que vous avez par exemple une idée de la taille d'un atome? C'est quoi la taille d'un atome? C'est petit, oui. Tout petit. C'est Elle tout a dit petit. tout petit. C'est 1/10 de milliardième de mètre, un angstrom. Donc c'est vraiment quelque chose de très petit. Et donc cette théorie quantique, elle s'intéresse à comprendre les comportements de ces objets que sont les atomes, les électrons, les particules qu'on appellera des particules quantiques élémentaires. Alors comment elle est née cette théorie? Comme toujours, elle n'est pas née de rien. C'est une théorie qui naît au début du XXe siècle, suite en fait à une série d'expériences qui ne peuvent pas être expliquées par les théories dites classiques qui sont développées au cours du XIXe siècle. Alors ces théories-là, c'est des théories extrêmement puissantes, vous en connaissez certaines, c'est la gravitation de Newton, c'est la thermodynamique, c'est l'électricité, l'électromagnétisme de Maxwell. On a des théories physiques extrêmement puissantes, mais il y a quelques expériences, il n'y en a pas beaucoup à cette époque-là, 2 ou 3 expériences que les théories classiques ne savent pas expliquer. Vous avez dit tout à l'heure que l'atome, il avait une dimension de 1/10 de milliardième de mètre, si bien entendu. Est-ce que ces entités sont observables ou est-ce qu'on ne peut que les imaginer? Et on peut aussi les voir quand ils sont très nombreux dans les cristaux qui sont des arrangements périodiques d'atomes. Guillaume Cassabois, enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier. On a ce qu'on appelle aussi des microscopes électroniques qui permettent d'aller regarder les atomes un par un, même s'ils sont très serrés les uns par rapport aux autres. Et on arrive même à savoir quel type d'atome c'est, c'est-à-dire qu'on sait déceler quel élément chimique est à côté de quel élément chimique. Donc on a vraiment aujourd'hui la capacité d'aller regarder les atomes un par un quand ils sont isolés, mais aussi quand ils sont très denses, très densément agencés, quoi. Que dit la physique quantique sur la véritable incertitude? Vous dites à un moment donné qu'on ne sait pas si c'est dans cet état-là ou dans un autre état. En gros, on est tous des atomes. Je me dis spontanément, si je connais mon état, mon système au temps n, je vais pouvoir prédire au temps n+1 de manière extrêmement fiable. Et je me dis finalement, il n'y a pas d'incertitude dans le système, tout est prédéterminé, l'homme n'a pas de libre arbitre. Tout est prédéterminé par les conditions initiales et on ne fait que dérouler ces conditions initiales. En même temps, vous dites que la physique quantique ne permet pas de savoir si un électron est ici ou là. Donc de la physique quantique, est-ce qu'on peut déterminer qu'il y a un véritable hasard? Et ce n'est pas simplement qu'on n'arrive pas à le mesurer, il y a un véritable hasard et il y a un certain libre arbitre, j'ai envie de dire, ou pas? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Bon, c'est le débat en fait qui a animé ce qu'on appelle les fondateurs de la physique quantique depuis les années 20 en fait. Hein. Ce que vous dites là sous-tend le point de vue d'une certaine manière de Einstein qui était très opposé à cette vision qu'une théorie, disons une théorie ultime qui décrive l'unité fondamentale de la matière qu'est l'atome, que cette théorie-là puisse être intrinsèquement probabiliste. Il n'aimait pas ça du tout. Malgré tout, tout le formaliste qu'il a participé à construire, parce qu'il faut quand même être bien clair là-dessus, la mécanique quantique, elle vient pour beaucoup de Einstein, pour énormément de Einstein. Malgré tout, il a toujours considéré que cette théorie-là n'était pas complète. C'est-à-dire qu'il ne remet pas du tout en cause les calculs et la théorie qui est élaborée au début du XXe siècle. Ce qu'il dit par contre, c'est qu'elle est incomplète, qu'il manque une sous-structure, parce qu'il ne peut pas accepter que... le fonctionnement d'un atome, le comportement d'un atome soit probabiliste. Face à ce point de vue, un autre point de vue culmine, qui est ce qu'on appelle l'interprétation de Copenhague, qui est défendue par Niels Bohr,
qui dit en somme que en physique quantique, les objets acquièrent leurs propriétés par la mesure. Tant que nous n'avons pas mesuré un objet, nous ne pouvons pas parler de leur propriétés. Ça n'a pas de sens pour Niels Bohr de parler des propriétés tant que nous n'avons pas défini l'appareil de mesure. Bon, ça semble un petit peu ésotérique, mais c'est un point de vue qui commence à développer justement pour les probabilités de dualité onde-particule, ces histoires dont on a parlé très rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais il développe ces concepts-là pour finalement pouvoir résoudre un petit peu les problèmes conceptuels qui sont soulevés par la dualité. Einstein, il ne va pas lâcher l'affaire. Pendant des années, il va faire des propositions de ce qu'on appelle des expériences de pensée, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Évidemment, à cette époque-là, ils ne sont pas capables dans les laboratoires de faire des expériences sur un atome, un électron. Ils ne peuvent pas faire ça. Mais Einstein va proposer des expériences où il pense mettre en défaut la physique quantique. C'est-à-dire qu'il réfléchit à des dispositifs expérimentaux où il considère qu'il est capable d'isoler un atome et de lui faire une certaine mesure, etc., etc. Et comme ça, il pense coincer la physique quantique. Alors, il y a eu beaucoup de propositions qu'il a faites, que Bohr a toujours réussi à réfuter. Et puis, justement, pour rebondir sur l'intrication, la dernière grande attaque de Einstein contre le formalisme, en tout cas l'interprétation de la physique quantique, c'est en 1935, c'est ce qu'on appelle le paradoxe EPR, pour Einstein, Podolsky, Rosen, qui sont les trois auteurs de l'article, qui justement, finalement c'est Einstein à nouveau, qui découvre l'intrication, qui dit attention, la physique quantique, regardez, elle nous autorise à créer cet état extrêmement bizarre, même si évidemment il est impossible de le créer à cette époque-là. Et si je crée cet objet très bizarre, alors si je mesure ici, les propriétés de mon autre particule sont parfaitement définies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les propriétés de l'autre particule, on n'a pas besoin de l'observer pour lui donner une réalité. Donc il pense avoir mis en défaut Bohr avec cet argument, et il va falloir presque 50 ans pour trancher le débat. Pourquoi c'est perturbant, ces particules Anaïs Tréau, chargée de recherche au CNRS. Intriquées, cette intrication, c'est parce qu'on a l'impression qu'il y avait une action à distance, en fait. Donc ça, on peut essayer de faire une image pour essayer de comprendre. Mais c'est vrai que c'est pas facile, c'est très technique. C'est aussi beaucoup de maths derrière. Donc oui, parfois ça peut aussi conduire à des images qui peuvent être fausses. Mais ce 10 milliardième, ce 10-10 mètres, nous paraît infiniment petit, mais on sait très bien que les particules qui sont à l'intérieur du noyau sont elles-mêmes dues à des particules infiniment plus petites. Donc là, on va encore beaucoup plus loin. Des particules que l'on ne peut pas voir, on ne peut que les observer grâce à un accélérateur où on peut voir leurs traces, on peut faire des mesures. Il y a quelques années, on est arrivé jusqu'à ce fameux boson de Higgs où on a dit, dans certains journaux, c'était marqué la particule de Dieu. Parce que est-ce que c'est la particule la plus petite qui va donner naissance à toutes les autres particules? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose d'encore plus petit que ce fameux boson de Higgs que l'on a identifié au CERN? C'est vrai qu'on a parlé de particules élémentaires, les noyaux, les électrons. C'est vrai qu'à l'intérieur du noyau, dans le noyau, il y a déjà d'autres particules élémentaires, donc les neutrons, les protons, et à l'intérieur, en fait, les physiciennes ont trouvé qu'il y avait encore d'autres particules. Donc là, je ne suis pas experte du domaine de la physique des particules, mais il y a des gluons, il y a plein d'autres choses comme ça, des neutrinos. Et donc ça, c'est encore donc ce domaine, c'est décrit parce qu'on a une théorie qu'on appelle le modèle standard et qui, en fait, englobe plein d'interactions différentes. Il y a des interactions qui sont liées à l'électromagnétisme. Et donc là, il me semble que le boson de Higgs est lié à une des particules vecteurs, en fait. Et donc ça fait très longtemps qu'ils essaient de le trouver. Mais, en fait... Mais est-ce que, s'il n'y a pas d'expérience, est-ce qu'il y a intrication? Est-ce que c'est quelque chose de naturel qui se passe tout le temps à cette échelle-là et que vous avez réussi à démontrer? Ou c'est parce que vous faites l'expérience que l'intrication est là, quoi? Alors, en fait, on va dire que dans la nature, en fait, dès qu'en général nos particules vont interagir avec leur environnement, elles vont perdre leurs propriétés quantiques. On appelle ça par un gros mot qui s'appelle la décohérence. Et du coup, on ne verra pas ces effets-là, en fait. C'est pour ça qu'à notre échelle, vu qu'on est fait de milliards d'atomes, on ne verra pas ces effets-là, en fait. Il faut vraiment isoler quelques particules élémentaires quantiques. On le verra pas parce qu'en plus, pour réaliser cette expérience, en fait, vu qu'on l'a dit que c'était une théorie probabiliste, il faut répéter l'expérience un grand nombre de fois. Mais une fois que vous mesurez votre particule, vos deux particules intriquées,
quelque part, vous perturbez leur état et vous tuez l'intrication. Donc en fait, dès que vous mesurez une fois, vous tuez l'intrication et donc vous pouvez pas. En fait, l'expérience s'arrête si vous voulez et vous vous rendrez pas compte de ce phénomène perturbant. On le met en évidence que parce qu'on démarre avec un grand nombre de paires intriquées et on répète l'expérience un grand nombre de fois. Et c'est que sur du coup ce grand nombre de réalisations qu'on peut en tirer une conclusion ou pas. Mais sur juste une expérience avec une paire de particules, on ne peut rien dire en fait. En fait, l'intrication, il y a plein d'états quantiques à toute petite échelle qui sont intriqués. Toute la difficulté, et ce qui a valu le prix Nobel à Alain Aspect, c'est cette intrication de la ramener à notre échelle, de la sortir de l'infiniment petit et de faire des expériences pour tester les idées d'Einstein et de Bohr et de réaliser cette expérience à notre échelle. Le défi, il est là, et c'est ça qui leur a valu le prix Nobel. Mais à toute petite échelle, là où les effets quantiques se passent bien sans qu'on les perturbe, il y a plein d'états intriqués. Mais pas avec les applications modernes auxquelles on pense, quoi. Mais les états intriqués, ça existe, ils sont cachés, voilà, on les voit pas, mais ils existent, quoi. Ce fut une nouvelle fois un bar des sciences riche en échanges et en partage. J'espère que la physique quantique n'a plus de secret pour vous, du moins celle qui se cache dans notre quotidien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne.